Je pense que ça fait 30 ans. Le jumelage m'a apporté l'éveil des voyages, le goût de connaître d'autres nationalités, d'autres coutumes, d'autres modes de vie. On pense pas à ça quand on est jeune. On n'est même pas conscient de ça, mais c'est quand on arrive à l'extérieur, dans d'autres pays, dans d'autres familles, avec des jeunes de notre âge, on pense que parce que on parle la même langue, ben, on vit pareil, mais c'est complètement différent. Des souvenirs quand on est allé visiter un château qu'ils n'ont pas voulu nous laisser passer parce que c'était un château. C'était pas la journée de la visite de groupe, mais par contre, on trouvait ça bien épouvantable parce qu'ils laissaient rentrer les chiens. On avait appelé ce château-là le château aux chiens. Mais je me souviens plus. Je pense que c'est le château de Baïnac. On est hyper fatigué, le voyage, le décalage horaire, la nouvelle famille. On se lève le matin. Puis là, on s'était fait réveiller par les amis qui s'étaient réveillés plus tôt. Fait que là, go, 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 on se lève. Il fait noir, noir, noir. Puis là, on ouvre les volets, quelque chose qu'on n'a pas au Québec. On a des moustiquaires. Puis là, on regarde dehors, puis on peut s'avancer, puis envoyer la main, puis la moitié du corps sorti. Puis on fait comme « Wow! C'est comme dans un film! » Tu aimerais aller en France avec le jumelage? Oui. Et pourquoi? Parce que maman, elle en parle souvent, puis ça a l'air cool. Et qu'est-ce que tu aimerais bien voir là-bas? Visiter. Puis, parce que nous, on avait une famille qui venait ici, j'aimerais ça la revoir. L'émerveillement à chaque petit bout de quotidien de vie. T'as beau avoir passé 31 ans, les valeurs restent les mêmes. Tu sais, c'est ça que le jumelage fait. Vous êtes beaucoup plus rigoureux sur l'histoire, nous, on a un cours d'histoire, on sait les trucs de base, puis on oublie. Tu sais, puis c'est vrai, c'est paradoxal, je me souviens, mais moi, en tout cas, puis je pense pas qu'il y en a beaucoup de Québécois non plus qui savent, de jeunes, tu sais, même, je demanderai à ma fille, je pense pas qu'elle sache qu'est-ce que ça veut dire, je me souviens sur la plaque d'immatriculation. Moi, je la prends, je la mets dans un gros pot arbuste noir, j'enlève le fond, je rentre le pot dans la terre. Je laisse un excédent autour. Autour. Parce que elle ramifie. C'est comme un vieux garçon qui a la main trop longue. Elle ramifie. Faut que tu te check. Ouais, elle survit très bien. Mais si tu perces pas le fond, l'eau d'automne va rester là, il va se dégager une humidité, la glace va pogner. Et, fini, le petit Inuit vient de mourir. Avez-vous des questions là-dessus? Lui, c'est Hydrodon. C'est un petit porte-épic tout blanc. Oups! Abracadabra. Voilà la pitchounette. Et neige, bergère. Quoi, que c'est pas un problème? Vous voulez pas m'entendre chanter? Je me trompe de truc. Quand je me trompe de truc, c'est volontaire parce que là, les enfants, ce qu'ils veulent après ça, c'est que je recommence. J'aime bien la philosophie de profiter de l'instant présent. Puis ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est Raymond DeVos, il dit « Je suis là pour montrer la palette de couleurs des émotions humaines. » Lui, ses sketchs durent 1 minute, 2 minutes. Il part de la folie, du surréalisme, à toutes les émotions humaines. Fait que j'essaie de faire pareil sur scène, de m'adapter aux enfants. J'ai déjà un spectacle préparé, mais c'est jamais le même spectacle. Ça dépend comment les enfants réagissent. Moi, s'il y a un piano à côté, ça ne sera pas de lui montrer do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Je ne suis pas là pour lui apprendre. Mais si je m'amuse avec le piano, 2 secondes, 3 secondes avec, puis il trouve ça drôle, bien, cet enfant-là, quand il va entendre le piano dans sa vie, au lieu de s'enfuir, il va s'approcher. C'est peut-être le début d'un talent. Parce que je suis là 1 heure dans leur vie. Fait qu'à ce moment-là, c'est de rendre beau tout ce que je touche. Comme la magie, il faut que je pratique longtemps, tout le temps. Ce qui fait que j'en fais pas beaucoup. Quand j'en fais, c'est pour des amis maintenant. Je suis un peu retiré aussi par rapport à ça. Ou quand il y a des... C'est très dispendieux,
un spectacle de choses. À ce moment-là, si c'est pour une bonne cause, ben là, je le fais. Mais il faut qu'on me prévoie au moins un mois d'avance, parce que comme j'en fais pas beaucoup, de la magie, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique. Même si tu connais le truc, tu vas manquer ton coup si tu ne l'as pas pratiqué. OK. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le plier. C'est très difficile parce qu'ils sont en plastique. Mais je vais m'essayer pareil. Et bon, c'est pas évident, là. Ça se peut que j'ai du tripotage à faire. Et quand j'ai mis de la poudre de perlimpinpin. Ah, patin, c'est pas évident. Aïe, 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 c'est pas évident avec du plastique, hein? Le transformer en papier, là, c'est pas évident. Et voilà! Hey, vous êtes l'heureux gagnant d'un 2 $. Et des 2 $, il n'y en a plus sur le marché. Au Canada, c'est des choses... Ça, maintenant, là, ça doit valoir facilement 40 €. Fait que je vous remets votre 2 $. Et voilà. Êtes-vous d'accord? Je suis pas sûre d'avoir gagné quelque chose, là. OK, hein. regardez. Vous êtes des amis. Vous êtes des amis. Un truc de magie, on fait jamais ça 2 fois. OK? Oui. Mais là, dans votre cas, je vais être capable d'essayer de le faire. On fait jamais un truc de magie 2 fois. Mais comme c'est vous, oh que c'est pas évident. Faut que je... Ah, ça demande tellement de pression avec du plastique, là. Ah, faut que je le transforme en plastique, ce papier-là. Ah! Ah! Il y a la couleur qui arrive. Ah! Ah! Aïe, 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 c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Je pense-tu que ça va marcher? J'aurais dû prendre le numéro de série avant. Je suis sûr que c'est votre 20 $. Bien oui, ça fonctionne. J'ai réussi à vous remettre le 20 $. On aurait pu fraterniser avec les anglophones, mais l'establishment anglaise canadienne nous a toujours regardé de haut. Moi, en Ontario, je me suis dit, je fait dire « speak white » quand j'étais jeune. Ça voulait dire, autrement dit, parle anglais. Et il y a toujours une condescendance par rapport au peuple anglais. On est supposé d'être bilingue, mais va tout partout au Canada. C'est pas une réalité. Ceux qui parlent francophone, qui veulent avoir leurs droits, ils ont de la misère. Puis au Québec, vous allez à Montréal, les anglophones, vous allez leur parler. S'ils sont capables de dire oui et non, c'est le maximum. Puis pourtant, ils ont été élevés à Montréal, puis ils vivent à Montréal. Fait que quand un anglophone me parle juste en anglais, je lui réponds en français, même si je parle anglais. C'est juste ça. On voudrait se rapatrier notre pays, puis en faire un pays francophone. C'est ça qu'on veut. Puis que l'establishment anglais ne prenne pas les décisions pour nous. À chaque jour, je dois te reconquérir, mon amour. Et cela fait mon immense bonheur. Bien, c'est ça l'amour, à tous les jours. Parce qu'il y a des épreuves tout le temps. Il ne faut pas oublier qu'à tous les jours, il faut recommencer à se conquérir l'un et l'autre. Je pense que c'est ça, c'est du bonheur. C'est la même chose avec notre beau pays. Wish could school Pamadi sa panamaginesh Nishtam gamir werwig Jimiruk skermeben. Ouais, cabane à sucre. Cabane à sucre, c'est une cabane, là. Souvent, ça a toutes sortes de formes. Surtout aujourd'hui, ça prend une forme complètement industrielle, tu sais, là, qui est loin de l'origine même de la cabane à sucre, qui était plus, comme on peut dire, un besoin essentiel de vie, là, tu sais. Les gens faisaient du sucre, tu sais. Ils faisaient pas de sirop tant que ça, en plus, la plupart du temps. Ils faisaient du sucre. Moi, je me rappelle d'avoir vu des grands armoires en pain, puis là, avec des grandes portes, puis toutes des tablettes, puis
Puis sur les tablettes, il y avait des pains de sucre, là, couverts avec des linges blancs. Puis ça, c'était le sucre pour l'année au complet, tu sais, qui servait pour la famille, pour la cuisine, pour les besoins de sucre. La même affaire, finalement, quand on parle des Autochtones qui faisaient ça à l'origine, eux autres sites, c'était comme la seule source de sucre, tu sais, là, avant l'arrivée des Blancs. Ils faisaient du sucre, contrairement à ce qu'on pense qu'ils n'étaient pas organisés pour faire du sucre. Nous autres, dans les recherches qu'on a faites, finalement, ils en faisaient du sucre. Ils faisaient du sucre d'érable, puis ils le transportaient, puis ils l'emmenaient, puis c'était précieux. Avant, souvent, c'était des entreprises familiales, pour la famille, entre la famille, puis c'était quasiment un produit de nécessité, tu sais. Alors qu'aujourd'hui, c'est souvent une production industrialisée de vente. T'sais. Mais ça, c'est deux mondes. Il y a aussi beaucoup de monde qui ont leurs petites cabanes, puis qui sont un peu en dehors du système de ça, puis qui reviennent à la forêt, puis qui trouvent grand plaisir à faire ça, puis qui vont travailler extrêmement fort souvent pour extraire 20-25 gallons de sirop, puis ça va lui coûter 3 fois le prix que de l'acheter. Là, mais il va avoir eu le plaisir d'être en communication avec cette magie-là qui s'opère au printemps, puis qui prend un besoin d'une température idéale, un endroit idéal, puis de la disponibilité pour aller recueillir la sève au bon moment, la bouillir de la façon la plus parfaite possible, puis arriver à sortir le meilleur sucre au monde. T'sais. Moi, je n'ai pas de gêne à dire que c'est le meilleur sucre au monde. Puis oui, l'industrialisation du sucre est rendue une affaire complètement démesuré, là, comme plein d'affaires démesurées aujourd'hui. Là. Avant, une famille entaillait, 2000 érables, là, ou 3000 érables, ou moins que ça souvent, puis avait de l'autonomie pour l'année complète avec ça. Alors aujourd'hui, avec l'installation puis les nouvelles techniques de production, ben il y a des gens qui ont 80 000 érables, là, puis qui mettent dans le bois des milliers de kilomètres de tubuleux pour récolter l'eau, puis que c'est très productif, puis ça marche, puis c'est payant en autant que ça coule, tu sais. Mais il y a aussi des gens qui se lancent dans cette industrie-là, parce que c'est rendu souvent une industrie, puis qui frappe un mur incroyable, parce que comme quand tu investis des centaines de milliers de dollars sur une érablière, puis ça coule pas, ben là, ça coule pas. Puis je me souviens que c'est important d'y croire encore à ce pays-là. À l'origine de la colonisation du Canada, il y avait énormément de castors. La traite des fourrures qui était faite par les nations autochtones à ce moment-là intéressait beaucoup les Européens. Et par la suite, les populations ont été très largement chassées, piégées, ce qui a conduit à une baisse dramatique des castors, presque à l'extinction d'ailleurs. Et là, les populations sont remontées à un niveau où ils sont fréquemment l'objet de problèmes d'inondation, des problèmes de coupe d'arbres sur des propriétés, d'inondation de routes. Moi je suis le castor, je connais bien des métiers. Je suis vaillant et fort et j'adore travailler. Je construis des barrages, je construis des maisons. Je fais mon ouvrage sur un air de violon. Au début des travaux, il faut trouver un cours d'eau. C'est ma petite chérie qui décide où l'on vit. Moi je m'en vais bûcher, j'ai des dents bien aiguisées. On parle construction sur un air de violon. Pam 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 pam. Et voilà, c'était le reel du castor. Je me rappelle plus.
Je me souviens. C'est une phrase qui a été utilisée quand le Parti québécois a pris le pouvoir, OK? Et on voulait que le Québec se rappelle qu'on est français, qu'on est francophone et qu'on va garder notre culture. Ça a été comme un slogan pendant des années. Et puis maintenant, on dirait que ça s'est un peu étiolé, même qu'on l'entend pas mal moins souvent. Mais je me souviens, dans les années 70, avec René Lévesque, c'était très fort. C'est bon. Je prends la température de l'eau de la rivière pour m'assurer qu'il n'y ait pas une trop grande différence avec l'eau dans le bassin présentement. On a mis de la glace qui a été faite avec l'eau de la rivière dans le bassin tout au long du voyage pour s'assurer de baisser la température de l'eau, étant donné qu'en aval, elle est plus chaude qu'en amont. Mon eau était à 8,5. Là, je regarde, ça va tourner aux alentours de 7,5 degrés Celsius. Donc, on est parfait. À 1 degré Celsius de différence, il n'y a pas de problème. 2 femelles et un mâle. Ça, c'est sa nageoire dorsale. La nageoire dorsale, il y en a Ici, c'est la queue. Puis les trous, ils sont serrés un petit peu, là. Et donc, c'est parti. Il y a plusieurs obstacles à l'immigration des poissons, en commençant par la gorge des Ris. Et par la suite, il y a 2-3 autres barrages qui causent problème, puis des passages assez difficiles, des obstacles naturels, des chutes, des choses comme ça, où là, il y aurait eu retard par rapport à la migration. Donc, c'était préférable qu'on transporte les saumons de l'aval jusqu'à l'amont, près des frayères. Donc, on les transporte en voiture? Transportés en voiture, oui, depuis plusieurs années. Le projet de jumelage des rivières Dordogne et Jacques-Cartier a germé dans la tête de 2 biologistes, un côté français, Jean-Pierre Tanne, et côté québécois, Yvon Côté, qui avaient décidé d'organiser un colloque franco-québécois sur la restauration des rivières à saumon qui a eu lieu à Bergerac, sur le bord de la Dordogne. Et à l'occasion de ce colloque-là, a germé l'idée il y avait déjà des jumelages de villes, des jumelages de parcs, donc pourquoi pas des jumelages de rivières. 2 rivières sur lesquelles on avait instauré des projets de restauration des populations de saumon atlantique à peu près à la même époque, soit à la fin des années 70. Si on les regarde comme il faut dans leurs détails, c'est évident que les 2 bassins sont très différents, mais c'est un peu aussi ce qui fait l'importance ou l'intérêt d'un jumelage de rivières comme ça. Parce que même si les contextes sont un peu différents, nous sommes à travailler sur une même ressource. Et côté Québec, nous avions une expertise assez développée du fait qu'il y a plus de 110 rivières à saumon dispersées sur le territoire du Québec. Là où on a donc une bonne expertise de gestion des populations, gestion des frayères, des remontées, etc. Et du côté français, et là, c'était des problématiques qui sont nettement plus compliquées avec les grands barrages, les passes à poissons. Donc, ça devient une expérience qui est plus complémentaire. Donc, on peut aller chercher chez l'autre des informations qu'on n'a pas pu développer chez nous parce que nous sommes de chaque côté embourbés dans nos problématiques respectives. Au-delà des aspects techniques et tout, je pense que ce qu'il y a de plus précieux avec le jumelage, c'est ce qui reste depuis le début. Maintenant, parlant pour moi-même, j'ai une 2e rivière d'adoption, j'ai une 2e famille, j'ai tissé des liens indélébiles avec les gens de la Dordogne et c'est ce qui va toujours demeurer.
Donc ici, on a un symbole fort de la Manicouagan, voire même du Québec. Hein. On surnomme cette forme-là l'œil du Québec. Donc, elle représente un cratère qui a frappé la Terre il y a 214 millions d'années et qui a formé cette espèce d'anneau-là qui a finalement 100 km de diamètre. Et ici, au milieu, on voit, ça s'appelle l'île René-Levasseur. C'est la plus grande réserve écologique au Québec. Et puis, cette forme-là représente le 4e plus gros astroblème au monde. Le territoire de la réserve de biosphère, finalement, représente à peu près tout ça. 54 800 km², c'est énorme. Et puis Baie-Comeau, là où est-ce qu'on est en ce moment, c'est à peu près ici. Je me souviens du passé pour mieux orienter mon futur. Je me souviens plus, là. Je sais pas non plus, je l'ai déjà su, mais je saurais pas te dire après le pourpoint. Vous êtes québécoise? Oui, je suis québécoise. Roulez sur 1,7 km, puis tournez à droite. Alors moi, ma vie a changé à 15 ans. J'ai suivi un cours de civilisation grecque et moi, j'haïssais le latin et j'haïssais le grec. OK? Mais à cause de ces cours-là, j'ai suivi un cours avec un professeur extraordinaire qui s'appelait Claude Blouin et qui nous disait, par exemple, la semaine prochaine, on va étudier la notion de héros dans la culture grecque. Alors voici le texte en français, merci, le texte de la bataille des Thermopyles. Et ceux qui s'intéressent, il y a un film au cinéma Joliette qui s'appelle Les Bérets Verts, qui est avec John Wayne sur une guerre du Vietnam. Et il y a aussi le dimanche soir à la télé de Radio-Canada, à Ciné-Club, un film de Kobayashi sur la prière d'un soldat. Et il arrivait le lundi matin 9h devant des étudiants de 15 ans, des gars, qui avaient beaucoup d'autres choses à faire le lundi matin que de vouloir faire du grec, et ils réunissaient à nous captiver et à nous comparer le héros grec, le héros américain, le héros japonais. Et moi, à la fin de cette année-là, bon, mais j'ai fait, moi, c'est clair dans ma vie, moi, je vais aller faire du cinéma, c'est ce qui m'intéresse. Il m'attribue beaucoup plus d'importance, je pense, que ce que j'ai eu, parce qu'il était déjà quelqu'un qui avait le sens du spectacle, de la mise en scène, de l'organisation. Pas besoin de moi pour ça. Peut-être que ce qui a pu tirer, c'est le fait que le cinéma est un art de synthèse qui permet à quelqu'un qui est délinquant intellectuel, c'est-à-dire qui voit de tous les côtés, de ramasser en un seul objet des passions diverses. Et puis, en voyant comment peut-être je faisais passer de la Grèce au temps présent, des textes grecs à la littérature française, au cinéma, aux films québécois, aux films américains, et même surtout aux films japonais dans mon cas, peut-être que ça l'a encouragé. Je dirais que je l'ai encouragé à cultiver quelque chose qui était profondément déjà là en lui. Alors moi, j'ai eu la chance de présenter 2 films dans le cadre des Rencontres buissonnières. Il y avait au départ Louis XIX, Roi des Ombres, qui est l'histoire d'un gars qui est suivi, qui fait un concours, qui participe à un concours, qui est suivi pendant 3 mois en direct à la télévision. Il se rend compte que l'extraordinaire aventure auquel il espérait, mais la vie est autre chose. Okay? Ça, c'est le premier. Puis en France, il faut le dire, c'est la seule place au monde où on a changé le titre. On l'a traduit en français par « reality show », okay, ce qui nous a fait beaucoup rire, nous, ici au Québec. Le deuxième, c'est Maïna. Maïna, c'est un film sur les Amérindiens, plus précisément sur les Inuits et les Inuits. Et d'ailleurs, le gars qui finançait le projet chez les Inuits disait, si un jour ce film-là peut permettre de faire la différence entre les Inuits et les Inuits, ça va être énorme. Parce que j'écoutais des annonceurs à la radio, des animateurs qui disaient, c'est un homme Inou et sa femme est une Inuit. Pour mettre un E féminin. Maïna, c'est un film sur les Inuits et les Inuits avant l'arrivée des Européens. Alors, c'est toute une histoire qui se passe entre ces deux peuples-là
qui ne se connaissent pas, qui s'adonnent à se rencontrer, comme n'importe qui se rencontre, qui se demande c'est qui lui, puis comment je vais réagir. Alors, ça devient un film sur la peur de l'autre et comment on réagit à ça pour que ça puisse fonctionner. Et quand le film s'est fait, c'était une grande problématique au Québec qui est encore là, parce qu'il y a plus qu'avant d'immigrés qui arrivent au Québec, et tu as une partie de la population que ça inquiète. OK? Surtout les gens qui ont moins d'éducation parce qu'ils ont des boulots moins payants et ils ont peur de se faire enlever leur boulot par ces gens-là. Alors, notre film est arrivé dans un bon moment, là aussi. Quand c'était le temps de faire ce film, moi, je suis allé voir les Inuits et je suis allé voir les Inuits, puis j'ai dit, écoutez, moi j'ai lu sur vous, je me suis fait parler de votre culture, j'aimerais ça que vous participiez à l'écriture du scénario avec nous. On avait déjà un scénario très bien développé, ainsi de suite, mais j'ai fait des sessions de travail où ces gens-là sont venus autour de la table et ça a donné... c'était l'occasion pour des choses assez amusantes. Par exemple, le réflexe de quelqu'un à qui tu dis on va parler de ton groupe, voici notre scénario, et là il lit puis il fait ah non, non, mais il y a un méchant là. Nous, il n'y en a pas de méchants dans nos villages. Ils sont tous gentils. L'exceptionnelle destinée dont j'avais toujours rêvé se réalisait enfin. Moi, ce qui m'avait frappé quand je suis allé au Buisson, c'est que les gens qui étaient derrière ce projet d'échange entre le Québec et le Périgord, c'est la passion qu'ils avaient pour les arts en général et le cinéma en particulier. Et écoute, dans une toute petite place comme le Buisson, se partir un cinéma indépendant, c'est quelque chose qui est à peu près impossible ici au Québec, puis que je voyais là-bas. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et les gens qui venaient voir les films étaient intéressés, posaient aussi des questions. C'est un bel échange. Tu sais. Alors, la plaque, je me souviens, c'est un immense mensonge. Il n'y a personne qui se souvient de son passé ici, puis pourquoi c'est important. D'ailleurs, sur Rock et Belles Oreilles, qui est une émission que je faisais, qui est de l'humour, un peu comme Les Nuls en France, on parlait le Québec, un pays dont la devise est je m'en souviens plus. Moi, je me souviens, c'est d'abord extrait d'un poème de la fin du 19e siècle, puis qui dit « Je me souviens d'Ulysse et des roses », donc des ascendants européens qui ont eu l'idée du pays d'unir en un seul territoire ce qu'on appelle maintenant le Canada. C'est ce poème-là qui disait ça. À partir des années 60, de l'inscription de « Je me souviens » sur nos plaques d'immatriculation, le « Je me souviens » est surtout associé au souvenir de la présence francophone et donc de nos ancêtres du temps de la Nouvelle-France et de la façon dont, après la défaite des Français aux mains des Anglais, en 1763, le traité a signifié que le Canada était cédé parce que la France préférait garder les Antilles. Ils aimaient mieux le rhum, mettons, que le sirop d'érable. Alors, nous, on se souvient de nos racines et donc, pendant tout le régime anglais, il s'agit de savoir comment conserver cet héritage-là. Je me souviens, c'est aussi pour moi l'exemple d'une devise qu'on donne pour rappeler à un peuple ce qui est souvent le plus fragile chez lui. Dans notre cas, c'est comment garder le lien alors que c'est tellement épuisant de toujours rester vigilant. Comme en France, liberté, égalité, parce que c'est le vrai problème, c'est comment on concilie ces trois termes-là. Est-ce qu'il y a égalité en France? Bien ici, est-ce qu'il y a mémoire?
jeunes mélèzes en tisane. C'est probablement ce qui a sauvé les Français du scorbut au début. C'est très riche en vitamine C. C'est très bon pour la peau, la cicatrisation, c'est un antiseptique. Quand j'ai commencé à filmer, ça doit faire 40-45 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à travailler sur ta culture? La connaissance, puis de connaître l'endroit où je vis, mais d'une manière très précise et particulière. Je fais partie de ce décor-là, moi. Quand je m'en vais dans le bois, je suis un visiteur pour les animaux. Et mes voisins, c'est les animaux que j'ai besoin de connaître pour m'entendre avec eux autres. Le but de mes films, c'est de faire connaître les connaissances traditionnelles Innu, en particulier aux enfants. Parce que ces informations-là, ils sont en train de disparaître. Donc, nous, on a, plutôt que d'essayer de convaincre les plus vieux ou de leur montrer qu'est-ce que leurs parents faisaient, on préfère aller dans les écoles et aller vers les plus jeunes qui n'ont aucun préjugé. Et c'est autant du côté blanc qu'à Innu que je parle. Dans les deux cas, on fait les écoles. Alors, les images qu'on vient de voir, c'est le rêve c'est une illustration du rêve qu'il nous a conté. C'est à peu près ça qu'il parlait. Et là, il va aller voir son ami pour lui raconter son rêve, qu'il va l'écouter parce que pour nous autres, le rêve, c'est très important. En gros, lui, il raconte que l'ours les invite dans le bois et l'invitation, c'est le rêve. La carte d'invitation, c'est le rêve. On a monté un campement, on a repéré le territoire qui était dans le rêve et l'ours nous attendait. Effectivement, l'ours était là et il nous attendait. Pour nous autres, c'est comme si c'est l'ours qui se donne à l'humain. Ça peut être pour toutes sortes de raisons. On était au mois d'octobre. Donc, les feuilles sont rouges. Oh, je viens de voir quelque chose. On est près du lac Washikomo, qui veut dire le lac à l'eau claire. Bon, évidemment, le chasseur avait le vent dans la face, sinon l'ours l'aurait senti. On dit que l'ours peut sentir jusqu'à 20 km. Un chasseur Innu ne peut pas tuer plus que 11 ours dans sa vie. C'est comme une loi de la forêt boréale, ça aussi. Sinon, au 12e, il va toujours, à chaque fois qu'il va aller en forêt, il va rencontrer un ours, il va être obligé de le tuer, sinon c'est l'ours qui va le tuer. Mais on respecte. Oui, il y a les films, il y a les livres électroniques. Et les livres électroniques, le gros avantage que moi je vois, c'est qu'on peut prendre le temps d'approfondir davantage la culture que par un film. C'est simplement que dans un livre électronique, quand tu te sens fatigué, tu peux le fermer puis reprendre le lendemain. Contrairement à un film où si tu veux connaître le film, tu as intérêt à écouter le début et la fin. Déjà là, c'est un gros avantage. Et on peut se permettre à ce moment-là, dans le cas d'un livre électronique, il y a des textes, il y a des photos, il y a des vidéos. Faut savoir qu'il y a à peu près 50 ans, on était en voie d'extinction. C'est gros, là, le passage de la forêt à la sédentarité. C'est très gros. En l'espace de 50 ans, on est passé de la tente à l'ordinateur. C'est terminé la hache. On est rendu à l'ère électronique et numérique.
C'est énorme pour les plus vieux. Moi, je me souviens encore que la mère à Zach, par exemple, l'été, elle vivait dans sa tente à côté de la maison. La maison était plus un entrepôt qu'un endroit pour vivre. Et la raison pourquoi elle préférait la tente, c'est que dans une tente, tu entends tout. Les murs sont minces, donc tu fais partie du groupe. Tu entends ce que les autres racontent à côté. Et c'est ça qui lui manquait, elle, cette vie-là. Dans la maison, avec les murs isolés, elle n'entendait plus rien, elle perdait le pouls du groupe, du clan. C'est 1803, je pense, il y a un dénommé Duncan Campbell Scott, un éminent aristocrate anglais qui est venu faire l'analyse de la situation dans la colonie. Et il a écrit un rapport et a défini à ce moment-là que la race blanche était la race supérieure, la race jaune un peu moins, la race noire encore un petit peu moins. On avait même des caractéristiques. Les jaunes, par exemple, sont intelligents, mais on les comprend pas trop. Les noirs sont pas intelligents, mais ils travaillent fort. Après, il y avait les Canadiens français et les Indiens. On ne sait pas quoi faire avec eux autres. C'est ça que le rapport dit, et c'est écrit. Sous Louis XIV, Louis XIV il avait décrété, il voulait que les Canadiens français marient des Indiennes pour créer une nouvelle race qui serait appelée les Canadiens. Et ça a quasiment marché, son affaire. Si les Anglais n'étaient pas arrivés en aussi grand nombre, je pense qu'on serait des Canadiens aujourd'hui. Parce que, naturellement, ça marchait, les Canadiens français et les Indiens. Les Anglais, c'était les patrons. Ils demeuraient en ville. Il y avait les compagnies comme la ville du Son. Tandis que dans le cas des Canadiens français, c'est devenu des coureurs de bois. Ils ont marié des Indiennes. Ça a fait des métis, comme moi. Pour les Inuits, l'avenir, faut savoir qu'il y a 50 ans, on était en voie d'extinction. Donc, aujourd'hui, c'est passé cette période-là. Donc, il y a quelque chose de positif là-dedans. Mais je pense que le temps que les Inuits n'embarqueront pas complètement dans le système qu'on connaît actuellement, les chances sont bonnes. Jusqu'à date, on n'est pas des consommateurs maladifs, je dirais, malades. On n'est pas des consommateurs malades pour le moment. L'utilisation de l'argent est différente aussi. On n'est pas habitué. Puis tant mieux, parce que je ne suis pas sûr, moi, que courir après l'argent soit la voie principale à prendre. Et j'espère que chez les Inuits, on va se souvenir de ça, que l'argent, ça ne se mange pas. C'est bien utile, ça peut être utile, mais de faire des réserves d'argent, là, ça ne fait pas partie de notre façon de penser. Un nomade n'a pas besoin de traîner une poche d'or avec lui. Chez les Indiens, on a des histoires qui nous parlent du début, c'est 10 000 ans, 15 000 ans. Ça fait toute une différence. Chaque endroit sur le territoire a été nommé en langue autochtone. Puis aujourd'hui, on a essayé de rebaptiser. Fait que nous, on ramène ça en indien parce que les mots indiens veulent dire quelque chose. C'est des repères. Tandis que le lac Saint-Joseph, par exemple, pour moi, ça veut rien dire. Je préfère le lac Wakuno, par exemple. Et l'autre qui me dit qu'il y a une forme de canot, ce lac-là. Fait que c'est ça que je me souviens, moi. C'est de ça que je me souviens. C'est tout pour la plaque et pour l'auto. J'ai pas de lien dans l'histoire. Je fais pas partie de cette histoire-là. Come from nowhere but here. I gave in, I gave out, I gave up, I gave everything.
and I have seen your face before. You give again and again, baby. I come from so far away, oh yeah. I walked in, I walked out, I walked off, I walked everywhere. And I come back to share with you. To give again and again, baby. Nous autres ici, vu la grandeur du Québec, on dit qu'on est au commencement du monde. Hein? Parce que la route part pratiquement d'ici, puis on monte tout le temps pour s'en aller vers Québec, Montréal. Ça fait qu'on est au début, nous autres. Puis quand les gens nous répondent que c'est loin, ben on dit vous n'avez pas bien à regarder parce que la Terre est ronde. Si vous partez du même point, vous allez revenir au même point en faisant le tour de la Terre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, un côté rouge, un côté blanc, un côté tendre. Un jour je ferai mon grand cerf-volant, j'y ferai monter vos 100 000 enfants. Ils vont m'entendre, je les vois venir du soleil levant. Puis j'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge. Natashquan, ça a commencé que nous autres, on est natifs des îles de la Madeleine, directement dans le golfe Saint-Laurent. Nos ancêtres, c'est des pêcheurs. Puis, aux îles de la Madeleine, c'était une seigneurie. Puis, le seigneur, il était très gourmand. Puis, tranquillement, les gens, ils venaient déjà pêcher à Natashquan. C'était des très bons bancs de pêche. Tu sais. Puis, tranquillement, il y a des familles qui se sont chicanées avec le seigneur, tu sais, qui était là. Puis, ils ont décidé qu'ils déménageaient. Ça a commencé par des Lapierre, les noms de famille, les premiers qui sont arrivés ici, les Lapierre puis les Cormier la première année. Puis la deuxième année, ben là, il y a d'autres familles qui ont suivi. Puis depuis 1855, Natashquan existe. J'attellerai les chevaux du vent, un cheval rouge, un cheval blanc, un cheval pille. Puis j'attellerai les chevaux du vent, et nous irons voir tous les océans, s'ils sont en vie. Si les océans sont toujours vivants. Quand les gens se sont arrivés des îles de la Madeleine, il y avait des grossistes en poissons partout à travers la planète. Hein? Puis il y avait des grossistes de l'Angleterre qui s'appelaient les Jones. T'sais? Puis eux autres, quand ils ont vu que les gens déménageaient à Natashquan, ils sont venus s'installer ici. Puis ils achetaient tous les poissons que les gens prenaient. Mais ils ne payaient pas en argent. Ils payaient en biens, en denrées. Puis les gens se faisaient toujours avoir. T'sais. Puis là, ben, les gens se sont révoltés une deuxième fois. Puis là, ils se sont grillés de leur propre goélette, puis de leur propre hangar à poissons, leur propre petit magasin. C'est pour ça que sur la pointe de Natashquan, sur le roc, là, le granit, on retrouve des petits bâtiments qui étaient des mini-usines de pêche qui appartenaient à des familles de Natashquan. Pratiquement chaque famille avait sa mini-usine où ce que les enfants passaient la journée, puis les femmes. Les autres, ils passaient la journée là pour arranger, laver le poisson, tout ça. Puis à l'automne, les pêcheurs partaient en goélette, puis allaient apporter ça à Québec en échange de farine, sucre, café, etc. Oui, il y avait beaucoup de morues, puis il y avait beaucoup d'entraide aussi là, tout le monde vivait pratiquement ensemble. Là. Les Inuits, ils vivaient dans des tentes, mais à côté des bâtiments des Acadiens. Natashquan, c'était un gros village. Ça a déjà été proche de 1000 habitants. Puis aujourd'hui, on est peut-être 250. Puis on maintient le chiffre de 250 parce que on veut pas aller voir comment est-ce qu'ils ont. On dit toujours qu'on est 250 pour essayer de garder ça comme ça, pour pas perdre espoir, parce que beaucoup de gens déménagent. Puis la population est vieillissante, puis il n'y a pas beaucoup de naissances. T'sais. Ça fait que
on invite les gens à venir s'établir. Nous autres, on essaye de faire en sorte que les gens de l'extérieur viennent s'établir à Natashquan pour repartir le village, pour garder le village en santé. On est quand même chanceux parce que notre village est plus connu que la plupart des villages au Québec à cause du poète Gilles Villon qui est natif d'ici. Un oiseau rouge, un oiseau blanc, par-dessus les bois, par-dessus les champs. Un oiseau rouge, un oiseau blanc, un oiseau lyre, par-dessus les bois, par-dessus les champs, qui nous mènera chez le mal méchant. Ça va devenir probablement un village métissé, parce qu'il commence à avoir des mariages entre les deux communautés, chose qu'il n'y avait pas avant. Il commence à avoir des enfants aussi qui sont des petits métis. Moi, j'ai un enfant de 11 ans, puis il y a des amis qui sont moitié autochtones, moitié acadiens, puis c'est ça qui va sauver notre village, moi, j'ai l'impression. Puis avec les gens qui sont amoureux de la nature, puis tout ça, qui viennent de l'extérieur. Nous autres, ici, on n'est pas contre l'immigration, au contraire. On veut qu'il y ait de l'immigration, on veut que ça soit actif, puis parce que le Natashquan, ça se trouve être une plaque tournante entre la moyenne et la basse Côte-Nord. T'sais. Il y a toujours passé beaucoup de monde dans l'histoire de Natashquan. Même avant qu'il y ait la route, c'était une grosse place de pêche. Ça fait que beaucoup de pêcheurs de partout se rassemblaient ici. Puis on veut continuer à jouer le même rôle que Natashquan a toujours eu. Une place de passage où il y a beaucoup de gens qui se rassemblent. On essaie de faire en sorte que tout le monde soit regroupé. Autant les Autochtones que les Blancs, entre guillemets, comme on s'appelle, qu'on fasse partie tout du même village, avec les gens qui sont intéressés par la beauté, la nature. Il y a du monde qui aime beaucoup les grands espaces, puis qui ont le goût de venir s'établir ici. Ben, avec tout ce monde-là, on va peut-être réussir à sauver notre village. Je me souviens que je veux un village qui soit en santé, que je veux un pays qui soit indépendant. Je me souviens qu'il faut que ça aille bien pour que Natashquan continue à prospérer. Je me souviens qu'il faut qu'on ait des échanges avec les Inuits, puis ça va continuer avec mon garçon Nathan qui est ici, qui a beaucoup d'amis autochtones, puis métis, puis qui va souvent à la chasse avec ses amis Inuits, les parents de ses amis. Puis qui sait beaucoup de mots en Innu, puis que son rêve, ça sera d'être un Innu, un grand caseur Innu. Un matin rouge, un matin blanc, un matin blême, je remonterai sur mon cerf-volant et vous laisserez vos 100 000 enfants chargés d'eux-mêmes pour jeter les dés dans la main du temps. Pour jeter les dés dans la main du temps. Usima emche dirji Ajime gagdam di merwa Okichi umiru Gina Pi